Chers Padawan, parlons Star Wars. Je suis ravi de vous retrouver les amis pour une nouvelle vidéo d'un tout nouveau format sur la chaîne qui, je l'espère, sera la première d'une longue série. L'idée de ce nouveau format qui s'appelle Dans la peau 2 est de vous présenter un personnage de l'univers canon, mais surtout de vous raconter l'expérience de son interprète dans la galaxie lointaine, très lointaine, qui nous passionne tant. On va essayer de découvrir ensemble comment ce passage dans la licence Star Wars a été vécu par les acteurs et si cette expérience aura été marquante dans leur carrière. Pour cela, je pense vous avoir dégoté des images, sons et vidéos que vous avez peut-être jamais vues auparavant, car non traduites ou très peu diffusées. En préambule, on reviendra rapidement sur le personnage afin de remettre nos connaissances à plat, et je vous ferai également découvrir le parcours de l'acteur ou actrice qui nous intéresse avant qu'il ou elle ne débarque dans Star Wars. J'espère que ça va beaucoup vous intéresser les amis, je me permets de vous dire rapidement que si vous appréciez ce nouveau format, le meilleur moyen de me soutenir et de montrer que vous souhaitez encore plus de contenu comme ça, c'est bien entendu de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo après visionnage. Non mais tu te prends pour un Jedi ou quoi? Faire des passes avec les mains comme ça? Ça prend une seconde et ça ne vous coûtera aucun crédit républicain, je vous le promets, donc je vous remercie d'avance, ça donne vraiment beaucoup de force. On va démarrer ce premier numéro en parlant d'un acteur mythique qui incarne un personnage très cher à mon cœur, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Nous partons au temps de la prélogie, à un moment où une menace fantôme planait sur la République galactique. C'est le moment de se glisser dans la peau de Qui-Gon Jinn. Avant de parler de Liam Neeson, on va revenir ensemble sur le personnage qui l'incarne à l'écran et qui a véritablement marqué les adorateurs de la prélogie, le maître Jedi, Qui-Gon Jinn. Tiens, bonjour. Bonjour. Qui est-ce? Je m'appelle Qui-Gon Jinn. Je suis un Jedi au service de la République. Incroyable, alors je suis ravi vraiment, mais il me semble que vous avez perdu votre accent, non? Parce qu'on dit Qui-Gon Jinn, et sans vous faire offense, vous êtes mort il y a un petit moment, maître. Hein. Apparemment, vous me connaissez, mais vous, qui êtes-vous? Oh bah moi vous ne savez, je suis qu'un modeste humain qui essaye de faire son chemin dans l'univers, voilà tout, hein. La force est d'une intensité inhabituelle avec toi. Ah bon, vous trouvez? C'est vrai que j'ai toujours senti que j'étais un petit peu spécial, mais bon, qu'est-ce que vous faites là, maître? J'allais parler de vous, justement. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Je passais par là et j'ai compris que vous aviez besoin d'aide. Alors déjà merci, je suis très flatté, et ben écoutez c'est parfait, comme ça si vous avez besoin d'intervenir, parce que vous jugez que c'est important que vous le fassiez, pour me corriger ou pour compléter des choses, on va faire comme ça, d'accord? C'est d'accord. Parfait. Je sais que la plupart d'entre vous connaissent bien l'histoire de Qui-Gon, mais il me semble intéressant de revenir rapidement sur les points importants de son parcours dans les films et séries où il a pu apparaître. Donc vous le comprenez, je vais spoiler entièrement son destin de l'univers canon, mais j'ose espérer que si vous êtes là, c'est que vous êtes à jour sur vos visionnages et que vous lâchez vos 10 € par mois à Disney+. Merci. Thank you. Thank you. Je dois vous avouer que j'ai un petit peu la pression de démarrer ce nouveau format, j'espère vraiment qu'il va vous plaire, et je sais pas véritablement comment faire ni par où commencer. N'oublie pas, concentre-toi sur l'instant présent. Ressens, ne pense pas. Fie-toi à ton instinct. D'accord. Que la force soit avec toi. Merci maître. Parlons de Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn est un humain né sur Coruscant, la fameuse planète-ville qui nous fascine tant, avec toutes ses tours d'une hauteur interminable, des bâtiments magnifiques, des vaisseaux se croisant, filant à toute vitesse, et des bas-fonds grouillants de monde et remplis d'écrans. Compliqué donc pour grandir en faisant beaucoup de balades en forêt, mais c'est le meilleur spot pour se faire repérer par l'ordre Jedi quand on est sensible à la force. Il fut le padawan du maître Jedi Dooku, qu'on découvrira dans les épisodes 2 et 3 comme apprenti de Dark Sidious, et ayant donc basculé du côté obscur. Mais avant cela, le comte Dooku était un Jedi très puissant et respecté par ses pairs, qui lentement mais sûrement va s'éloigner de l'ordre Jedi. Nous pouvons observer quelques moments très intéressants entre le maître et son padawan dans la série Tales of the Jedi. On retrouve un Qui-Gon jeune, exprimant déjà un lien puissant avec le côté lumineux de la Force. Je vous conseille vivement cette série, déjà pour observer une partie de la jeunesse de Qui-Gon Jinn et son évolution, et aussi parce que les épisodes racontant le basculement de Dooku sont tout simplement passionnants et forts en émotion. Si vous êtes passé à côté et que vous aimez la prélogie, n'hésitez pas,
foncez. Auprès de son maître, Qui-Gon a appris la sagesse et la maîtrise des arts Jedi, mais il a aussi développé un esprit relativement indépendant vis-à-vis de l'ordre. Contrairement à beaucoup de Jedi, et notamment au Conseil, Qui-Gon Jinn a toujours privilégié ce qu'on appelle la force vivante à la force cosmique. Ce sont deux aspects distincts de la force, mais qui sont essentiels l'une pour l'autre. La force vivante est l'esprit de vie qui habite chaque être vivant, et la force cosmique est ce qui lie la galaxie en un tout unique. La force cosmique crée la force vivante, et à son tour, la force vivante nourrit la force cosmique. On peut notamment voir Qui-Gon expliquer à Obi-Wan une des caractéristiques de sa vision de la force au tout début de l'épisode 1. Ne te focalise pas sur tes inquiétudes, Obi-Wan. Ton esprit doit rester concentré sur ce qui se joue ici et maintenant. Mais Maître Yoda a dit que je devais être attentif au futur. Mais pas aux dépens de l'instant présent. Ton esprit doit être attentif à la force, jeune Padawan. Oui, Maître. Cette philosophie clairement constitutive de sa personnalité lui a souvent valu des désaccords avec le Conseil Jedi. Malgré son respect pour les règles de l'ordre, Qui-Gon a souvent agi selon son instinct et ce que lui dictait la Force, quitte à rentrer en légère opposition avec le Conseil. Il reste malgré tout profondément attaché aux idéaux Jedi de paix et d'harmonie. Devenu maître Jedi, il prend un certain Obi-Wan Kenobi comme Padawan. Je vais pas vous expliciter la relation entre les deux, car si vous voulez creuser cet aspect des choses, je ne peux que vous recommander de lire le roman de Claudia Gray, Maître et apprenti, qui raconte certaines aventures de Qui-Gon et Obi-Wan environ 8 ans avant la menace fantôme. Ce qu'on peut dire, c'est que Qui-Gon est un maître inspirant pour Obi-Wan, mais la relation entre ces deux personnages ayant des caractères assez opposés est complexe. Obi-Wan est rigoureusement respectueux du code Jedi, alors que son maître s'autorise parfois à s'en écarter un petit peu, afin d'aller au bout de ses convictions. Ceci peut parfois créer quelques incompréhensions entre eux, néanmoins ils expriment un profond respect l'un pour l'autre et sont tous deux au service du côté lumineux de la Force. Qui-Gon Jinn a toujours porté un grand intérêt aux langues et aux prophéties anciennes. Ceci va l'amener à vivre le plus grand moment de son existence, avec la rencontre d'un petit enfant, esclave sur Tatooine, Anakin Skywalker. Il va être impressionné par ses aptitudes et pressentir un potentiel énorme chez ce garçon. Ce sentiment va être confirmé par l'analyse du taux de midi-chlorien d'Anakin, surpassant ceux de tous les Jedi, y compris Yoda. Ça confirme une intensité de la force inédite chez un être vivant, ce qui laisse Qui-Gon perplexe, comme la naissance du jeune garçon après une révélation que lui fait sa mère. La force est d'une rare intensité avec lui. Cela ne fait aucun doute. Qui est son père ? Il n'a pas de père. Je l'ai porté, je l'ai mis au monde, je l'ai élevé. Je ne me l'explique pas. Selon l'une des prophéties les plus importantes de l'ordre Jedi, un élu de pure force ramènera l'équilibre en détruisant les Sith pour faire triompher la lumière. Il n'en faut pas plus pour que Qui-Gon voie en Anakin cet élu de la force et va insister contre l'avis du Conseil pour qu'il puisse suivre une formation de Jedi. J'ai changé d'avis. Tu m'étonnes. Ça va, tout le monde peut faire des erreurs. Comme vous le savez, il prendra donc Anakin sous son aile jusqu'au fameux duel des destins sur Naboo, où Qui-Gon et Obi-Wan affrontent Dark Maul, le premier Sith connu des Jedi depuis près de 1000 ans. Malheureusement, Qui-Gon Jinn perdra la vie, transpercé par une des lames du double sabre de Maul, laissant à Obi-Wan l'épreuve de se charger seul d'éliminer l'apprenti Sith. Avant de rendre son dernier souffle, Qui-Gon fit promettre à Obi-Wan de former Anakin car il est l'élu de la Force, ce qu'Obi-Wan respectera en imposant même ce choix à Maître Yoda en l'honneur de la mémoire de son maître. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Le Conseil m'a donné la permission de te former. Tu deviendras un Jedi. Je te le promets. Après sa mort, Qui-Gon Jinn continuera à jouer un rôle important dans l'univers. Il est le tout premier Jedi à avoir découvert comment maintenir son existence dans la Force après la mort, bien qu'il ne soit pas capable de se manifester visuellement dans un premier temps. Nous pouvons observer cela pour la première fois dans l'attaque des clones, lorsqu'Anakin commence à montrer des signes de basculement du côté obscur en massacrant un village des Hommes des Sables. Maître Yoda entend alors la réaction inquiète de Qui-Gon à travers la Force. Anakin! Anakin! Non!
Il expliquera ensuite à Yoda un peu plus précisément les secrets de cette utilisation de la Force dans un des épisodes les plus passionnants de The Clone Wars. Yoda, mon vieil ami, enfin tu es venu. Qui-Gon Jinn, c'est vraiment toi? Oui. De perdre la tête, je suis en train. Non, mon ami, non. Pourquoi m'as-tu fait venir ici? Suis la lumière. La lumière sera ton guide. Comment se fait-il que tu sois ici? Je suis une manifestation de la Force. Une force qui présente deux aspects. Des êtres vivants génèrent la force vivante, qui à son tour fait fonctionner la source, qu'est la force cosmique. Te montrer, tu peux, non? Je ne peux pas. Mon entraînement n'a pas été achevé. Toute l'énergie de la force vivante, de toutes les choses qui ont vécu, alimente la force cosmique, rattachant tout et communiquant avec nous au moyen des midi-chlorians. C'est grâce à cela que je peux te parler en ce moment. Voir le futur, tu peux? J'existe là où il n'y a ni futur ni passé. Il y a toujours un espoir, mon ami, bien qu'il vienne souvent sous une forme inattendue. Ce qu'il faut, c'est savoir comment le voir pour saisir cette opportunité. J'ai été chargé de te guider. Il peut y avoir plusieurs issues, mais le chemin que tu suis est sans ambiguïté. Tu as été choisi, comme je l'ai été avant toi. Pourquoi choisi je suis? Tu vas apprendre à préserver ta force vitale, et ainsi avoir un état de conscience qui te permettra de communier avec les vivants après la mort. Les temps obscurs sont devant nous, et les forces de lumière doivent demeurer. Seuls quelques Jedi empruntent ce chemin. Tu voyageras vers une des origines de toute vie dans la galaxie. La Force sera ton guide. Au revoir, mon ami. Il enseigna donc cette technique à Yoda, qui l'a ensuite transmise à Obi-Wan, et c'est avec la série Kenobi de 2022 qu'on apprend que Qui-Gon réussit à se projeter visuellement, en plus de la parole, dans une scène très émouvante pour tous les enfants de la prélogie Star Wars. On peut dire ce qu'on veut de la série, je suis moi-même très critique à son sujet, mais le final avec le retour tant attendu de Qui-Gon Jinn et la musique de John Williams, ça m'a laissé absolument sans voix et les yeux très humides. Maître Qui-Gon? Eh bien, tu en auras mis du temps. Je commençais à croire que vous ne viendriez jamais. J'ai toujours été là, Obi-Wan. Seulement, tu n'étais pas prêt à le voir. Suis-moi. Nous avons une longue route. L'héritage de Qui-Gon Jinn est bien sûr lié à son choix d'avoir reconnu Anakin Skywalker comme l'élu. Alors cette décision, elle a bien entendu été animée par de bonnes intentions, mais elle est indirectement responsable de la chute d'Anakin vers le côté obscur avec sa transformation en Dark Vador, et par extension de la chute de la République au profit de l'Empire. Excusez-moi pour le désagrément. Oui, c'est un minimum, hein. Son rôle et ses actions sont donc cruciales dans l'histoire de Star Wars, pour le meilleur avec la découverte du personnage central de la saga, et pour le pire en ayant involontairement permis la chute de l'ordre Jedi et l'avènement de l'Empire. La place de Qui-Gon Jinn dans la saga est selon moi beaucoup trop minorée. Il l'est de fait car nous ne le voyons que dans un seul épisode, effectivement, mais il est surtout un élément central au récit car à la base de tout, et peut-être le seul personnage qui aurait pu faire basculer absolument toute l'histoire. L'importance du Duel of the Fates n'est selon moi pas reconnue à sa juste valeur, car il est bien plus qu'un simple super combat de sabre laser avec une belle musique. I love the lightsaber fight with Darth Maul, not because it's a lightsaber fight, but because George is so good at crafting why that fight's important every time. Like, you know, the Obi-Wan Darth Vader fight isn't like the most wonderfully staged necessarily combat that you're ever going to see, but there's so much at stake. It's so meaningful when Obi-Wan dies that we all feel like Luke. In Phantom Menace, you're watching these two Jedi in their prime fight this evil villain. Maul couldn't be more obviously the villain. He's designed to look evil, and he is evil, and he just expresses that from his face all the way out through the type of lightsaber he fights with. What's at stake is really how Anakin's going to turn out,
because Qui-Gon is different than the rest of the Jedi, and you get that in the movie, and Qui-Gon is fighting because he knows he's the father that Anakin needs. Because Qui-Gon hasn't given up on the fact that Jedi are supposed to actually care and love, and that's not a bad thing. The rest of the Jedi are so detached and they've become so political that they've really lost their way. And Yoda starts to see that in the second film. But Qui-Gon is ahead of them all. And that's why he's not part of the council. So he's fighting for Anakin, and that's why it's the duel of the fates. It's the fate of this child. And depending on how this fight goes, Anakin his life is gonna be dramatically different. So Qui-Gon loses, of course. So the father figure, because he knew what it meant to take this kid away from his mother when he had an attachment, and he's left with Obi-Wan. He's a brother to Anakin eventually, but he's not a father figure. That's a failing for Anakin. He doesn't have the family that he needs. He loses his mother in the next film. He fails on this promise that he made, mother, I will come back and save you. So he's left completely vulnerable. And Star Wars ultimately is about family. So that moment in that movie, which a lot of people I think diminish into just a cool lightsaber fight, but it's everything that the entire 3 films of the prequels hangs on. C'est tellement bien dit, Dave. Oui, je suis filoniste, et alors, y a un problème? Je le suivrai jusqu'au bout du monde, de toute façon. Vous êtes sûrement l'un des hommes les plus courageux que j'ai jamais rencontrés. N'exagérons rien. Ce qu'il faut noter au final, c'est que la foi de Qui-Gon en l'élu ne fut pas vaine. Car Vador, en tant qu'Anakin, finira bien par rétablir l'équilibre dans la Force, en triomphant du Seigneur Noir des Sith et du côté obscur. La prophétie qui guida Qui-Gon dans ses actions s'est donc finalement réalisée, mais dans un scénario plus complexe que celui qu'il avait imaginé. Anakin passant dans un premier temps de la lumière au côté obscur, avant qu'il ne fasse triompher définitivement le bien sur le mal. Les amis, je sais que pour la plupart d'entre vous, vous connaissiez absolument par cœur le moindre détail du destin de Qui-Gon Jinn. Non, grand maître. Grâce à vous, je déborde maintenant de votre savoir. Ça va, c'est pas la peine de vous foutre de moi non plus. Mais je trouvais intéressant de reposer les bases du personnage avant de s'intéresser à son interprète. Parlons donc maintenant de Liam Neeson. Liam Neeson est né le 7 juin 1952 en Irlande du Nord. Il est, je crois qu'on peut le dire, l'un des acteurs les plus respectés de sa génération. Connu pour sa présence imposante, sa grande taille et sa voix grave, il a su conquérir le grand écran depuis plus de 40 ans avec une filmographie aussi variée qu'impressionnante, allant des films historiques aux thrillers d'action. Bon, on ne va pas faire l'exégèse de tous les films qu'il a pu faire, parce que sinon on y est encore l'année prochaine, mais avant de rentrer dans le vif du sujet en parlant de son rôle de Qui-Gon Jinn, je vous propose qu'on revienne sur 3 rôles marquants de sa carrière, afin que vous cerniez un petit peu plus quel genre d'acteur est Liam Neeson. Oscar Schindler dans la liste de Schindler. On commence avec pour moi peut-être le plus grand rôle de la carrière de Liam Neeson, c'est en tout cas l'un de ses premiers grands rôles dramatiques sous la direction de Steven Spielberg, et rien que ça, dans l'un des films les plus bouleversants du XXe siècle, La liste de Schindler. Liam Neeson incarne l'histoire vraie d'Oskar Schindler, un industriel allemand opportuniste, membre du parti nazi, qui commence par profiter de la Seconde Guerre mondiale pour s'enrichir. Cependant, au fil du film, on observe sa profonde évolution, passant d'un homme préoccupé par ses propres intérêts et sa quête de profit à quelqu'un qui va mettre en péril sa fortune et sa sécurité afin de sauver de nombreuses vies humaines. Oskar Schindler sauvera au final plus de 1000 juifs de la déportation et sera reconnu comme étant un juste parmi les nations par le mémorial de Yad Vashem. Là où Liam Neeson impressionne dans ce film, c'est qu'il parvient à montrer toute l'évolution de son personnage avec beaucoup de subtilité. Il montre la complexité émotionnelle de Schindler, sa lutte intérieure entre son ambition personnelle et sa conscience morale, qui le pousse à agir pour protéger ses ouvriers juifs des camps de concentration. La liste de Schindler propulse Neeson sur la scène internationale, lui valant une nomination pour l'Oscar du meilleur acteur en 1994, venant récompenser une performance qui aura montré sa capacité à incarner des personnages complexes avec une intensité et une profondeur émotionnelle exceptionnelles. Je trouve ce film absolument bouleversant et vous encourage à le regarder si jamais vous êtes passé à côté de ce chef-d'œuvre, que ce soit pour l'histoire, la performance poignante de Liam Neeson ou la réalisation magistrale de Steven Spielberg, c'est à ne pas manquer. Ra's al Ghul dans Batman Begins. Je crois qu'on peut le dire, Liam Neeson excelle dans tous les styles cinématographiques. Preuve en est, nous voilà dans un univers radicalement différent, car on va parler d'un super-héros et pas n'importe lequel, le Chevalier Noir. Bonsoir, bienvenue chez le Chevalier Noir. Je rigole. Bienvenue chez Michel.
Come on. Dans la trilogie Batman, réalisée par Christopher Nolan, Liam Neeson incarne cette fois-ci un méchant, le dénommé Ra's al Ghul. Son personnage apparaît d'abord dans Batman Begins, où il se présente initialement sous le nom d'Henry Ducard. Il devient le mentor de Bruce Wayne en l'initiant aux arts martiaux et en le guidant pour devenir un véritable justicier. La chauve-souris est intransigeante. Plus tard, nous apprendrons qu'il est en fait Ra's al Ghul, le chef de la Ligue des Ombres, une organisation qui cherche en réalité à détruire Gotham pour soi-disant restaurer un nouvel ordre mondial. Ra's al Ghul revient brièvement dans le 3e et dernier opus de la saga, The Dark Knight Rises, influençant indirectement les événements et confirmant son rôle clé dans l'arc de Bruce Wayne. Beaucoup ont trouvé que le personnage de Ra's al Ghul n'était pas exploité à son plein potentiel. En particulier si on le compare à d'autres méchants plus flamboyants de la trilogie, comme bien entendu le Joker joué par Heath Ledger. Je ne survivrai pas à une autre attaque. Non, mais le prenez pas comme ça. Cette critique est souvent dirigée vers l'écriture du personnage plutôt que vers la performance de Liam Neeson elle-même. Car il aura malgré tout été largement reconnu pour avoir apporté une présence forte et crédible à Ra's al Ghul, faisant de lui un mentor dangereux et un adversaire intelligent. Sa performance, plus subtile et philosophique, a contribué à faire de Batman Begins un film plus sérieux et réfléchi qui redéfinira les codes d'autres adaptations de super-héros. J'ai pour ma part adoré la trilogie de Nolan, et je pense pas être le seul bien sûr. Je suis pas un fan absolu de Batman, mais j'ai trouvé cette version des histoires du Chevalier Noir plus crédible et plongée dans un monde proche du nôtre, qui apporte un ton naturellement plus sérieux aux événements de Gotham City. Gotham est bien calme ce soir. Je vais pas mentir, le fait que Liam Neeson soit à l'introduction de cette nouvelle trilogie, dans un rôle de mentor maîtrisant les arts martiaux, ça m'a fait sentir dans mes petits chaussons, avec des repères bien établis. Et sans être un des rôles les plus importants de sa carrière, ce passage dans la trilogie Batman illustre bien la capacité de Liam Neeson à s'adapter à tous les types de rôles et de films. Bryan Mills dans Taken. On a donc connu le Liam Neeson, grand acteur de drame et de biopic dans les années 90. Dans les années 2000, c'est le Liam Neeson roi des blockbusters avec Star Wars, Gangs of New York, Batman et d'autres. Et fin des années 2000, un rôle a été le point de départ d'un nouveau tournant dans la carrière de Liam Neeson. C'est celui de Bryan Mills dans le cultissime Taken. Taken est un thriller d'action réalisé par Luc Besson où Liam Neeson incarne un ancien agent des services secrets américains. Il possède des compétences exceptionnelles en combat et en surveillance et lorsque sa fille est kidnappée à Paris par un réseau de trafiquants d'êtres humains, il va devoir utiliser tous ses talents pour la retrouver. Taken a non seulement cartonné au box-office, mais a également donné naissance à 2 suites. Ce rôle va marquer le début de l'ère des films d'action de Liam Neeson, une transformation étonnante pour un acteur de son calibre et de son âge à l'époque. Il avait quand même 56 ans pour le premier Taken. Néanmoins, c'est ce film qui donnera sûrement la réplique la plus culte que Liam Neeson ait prononcée avec le fameux « Je vous chercherai, je vous trouverai, et je vous tuerai ». C'est ce qui lancera définitivement Liam Neeson en tant qu'icône du cinéma d'action. Depuis, il enchaîne ce genre de rôle avec des films comme Non-Stop, Sans Identité ou The Grey, et bien qu'il excelle dans ce genre, les scénarios de ces films ont parfois été jugés trop répétitifs et prévisibles. Cependant, les fans continuent d'adorer son charisme et son efficacité dans ses rôles ultra physiques, et j'ai l'impression qu'il prend beaucoup de plaisir à faire toutes ces scènes de combat et de cascades spectaculaires, mais jusqu'à quand va-t-il tenir? Ça, c'est une autre question. Je suis un peu trop vieux pour ça. Sans vouloir être désobligeant, il me semble effectivement. Tu me dégoûtes. Je suis désolé, mais je vais être honnête, je suis pas comme Vernestra, moi. J'espère juste que ce type de rôle n'est pas tout ce qu'on retiendra de sa carrière, et qu'on ne se rappelle de lui que comme le gars qui fait des films d'action. Ce serait tellement dommage. Quel gâchis. C'est clair. Pour résumer, on peut dire que Liam Neeson est considéré comme un acteur très polyvalent, qui excelle dans des rôles dramatiques et profonds, tout autant que dans des films d'action à succès. Sa capacité à jouer des personnages héroïques, tourmentés ou charismatiques a conquis à la fois les critiques et le grand public. Et malgré une certaine répétition dans ses récents choix de films d'action, il reste néanmoins respecté pour son talent et sa longévité dans une industrie en constante évolution. Si vous regardez cette chaîne, le rôle de Liam Neeson qui vous a sûrement le plus marqué, c'est bien entendu celui de Qui-Gon Jinn, le maître Jedi courageux et charismatique que nous avons découvert en 99.
J'avais 9 ans quand j'ai découvert La Menace Fantôme au cinéma, et effectivement, la figure paternelle de Qui-Gon m'a véritablement marqué et a eu une grande importance dans l'appréciation que j'ai eue du film. Et depuis, j'ai toujours eu envie de savoir ce qu'ont pensé les acteurs qu'on a adoré de leur arrivée dans l'univers Star Wars. Je vous propose donc de vous expliquer comment Liam Neeson a vécu son expérience dans notre galaxie lointaine, très lointaine. Nous sommes quelques temps avant 1997, en pleine pré-production de La Menace Fantôme, et c'est la directrice de casting Robin Gurlang qui est chargée d'établir une liste des acteurs potentiels pour incarner le maître Jedi de Coruscant, Qui-Gon Jinn. Originally, Qui-Gon was to be an American. That was always very, very clearly delineated. Older. We were thinking probably in his 60s, physical, someone who had a lot of stamina and had a lot of bearing because he still was a very physical role. Mentor, very, again, sage-like and a real teacher. And in casting, what you often do is create shortlists where it's just stream of consciousness. You write down on a piece of paper who you think would be appropriate for different roles. And then you sit down with your director and kind of a producer and go through it and say, yes, 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 no, no, no. And it's this constant kind of revising of lists until you kind of get into the more physical end of auditioning and interviewing and that. And Liam always appeared on those lists, but with the little note, well, if only he wasn't Irish, if he only was American. Everyone kind of looked at each other, and George said, well, yeah, why not Liam? Well, maybe he doesn't have to be an American. Auréolé de son talent et de tous ses succès au box-office, Liam Neeson hésite à accepter un rôle dans un film de science-fiction, lui qui à l'époque était plutôt habitué à de grands rôles dramatiques et historiques, comme on a pu le voir précédemment. Mais George Lucas insiste, car il apprécie Neeson pour sa prestance à l'écran, sa grande taille, comme moi 1m93, et bien entendu ses qualités d'acteur permettant d'apporter une véritable profondeur à ce rôle clé de l'épisode 1. I kind of did. I mean, I had a friend, Susan Culley, and she said, look, I've heard George Lucas is going to direct this new Star Wars Episode 1. So my agents called him up, and a few months later I was sitting down with George and Rick McCallum, his producer. And in fact, we talked about everything but Star Wars. So I thought, well, that's it, you know. So you had the script in front of you and you said, No script. No script? He doesn't give and you even when I was offered it, there was still no script, so it was a leap of faith. But, I mean, who's going to turn down George Lucas and Star Wars? Il a donc bien compris que l'opportunité de faire partie d'une telle saga était absolument unique. Il était conscient de l'importance du rôle et des attentes élevées des fans de Star Wars, 16 ans après le retour du Jedi, un film qui d'ailleurs n'est pas véritablement dans son cœur au moment de s'exprimer sur sa relation avec la saga, avant de tourner l'épisode 1. J'ai vraiment beaucoup de mal à regarder ça, les amis. Were you a fan of the Star Wars films? Were you a fan of the original trilogy? The first one I was, especially. Yeah. The second one, the second one's fantastic. But then it ends up with those little teddy bears. Ewoks. Oh, please. Do you know what? It's always you ask any girl which is their favourite Star Wars film, they go, "It's Return of the Jedi." Yeah. I love those Ewoks. I love those Ewoks. You know? Do you know why that is? Because you're a man in a shed. And that big, it's your destiny. And that big shaggy carpet. What was it? Chewbacca. Yeah. Actually, one of our cameramen, Phil, listen to this. You ready? Phil, please. Comment vous avez pu oser dire ça, maître, franchement? Je suis désolé, mon ami. Je pars dans la honte maintenant. Non mais revenez, mais avouez que c'était pas très malin d'avoir dit ça quand même, non? Non, et cette conversation me fatigue. Oh, mais c'est qu'on a son petit caractère, dites-moi, hein? Retiens tes paroles, mon ami, ou tu découvriras bien vite que je suis très irritable quand on me provoque. Oh, ça y est, tout de suite... Bon bah pardon... Voilà. J'espère que maintenant tu vas te calmer. Une saga avec une telle aura lui ouvrant les bras, il n'a pas pu résister à l'envie de faire partie de cette histoire devenue culte et d'apporter sa pierre à un édifice construit 22 ans plus tôt et qui rassemble tant de concepts, personnages et histoires absolument iconiques. The difference with this Star Wars is, it's part of a body of work that's been
you know, it was conceived many years ago, and 3 films were made, 17, 18, almost 20 years ago. It's kind of become mythic already, you know, that we're stepping into shoes in order to be another piece of this jigsaw puzzle that is Star Wars. Liam Neeson savait que ce rôle allait marquer un nouveau tournant dans sa carrière, car il lui ouvrirait les portes d'un autre type de film, pouvant mêler science-fiction et licence à succès, et il n'a pas eu peur de se lancer dans cette nouvelle aventure pour notre plus grand plaisir. Une fois la décision prise de rejoindre l'univers, Liam Neeson a dû s'interroger sur la façon dont il devait se préparer à interpréter un rôle dans une histoire si particulière, et donc dans un film si particulier. Qu'allait-il devoir faire différemment des autres films afin de coller aux exigences du personnage? Et comme d'habitude, sa réponse est marquée par ce célèbre flegme britannique qu'il caractérise et qui, à mon avis, lui permet d'aborder son rôle de la manière la plus simple et efficace. In the grand scheme of making movies, what sets this one apart? Well, it is part of an extraordinary jigsaw puzzle of modern popular culture. Cinema. But when I was approaching it and doing it, and I mean, it was I approached it the same way I would a Michael Collins or a Rob Roy or something like that, you know. Had to get extra fit. There's quite a bit of physical activity and just be aware of the you know, this wonderful tradition of something that's started life 20 years ago. Liam Neeson a néanmoins pris du temps pour se préparer à son rôle de Jedi, car il devait tout d'abord commencer par comprendre l'univers dans lequel il allait évoluer, le rôle des Jedi, leur philosophie et leurs antagonistes, et par ce travail de recherche et grâce aux discussions avec George Lucas, il a donc réussi à saisir l'essence de la spiritualité des Jedi. Yeah, the essence of them. Well, I kind of, on one level I see them as sort of US Marshals, they're kind of regulators, peacekeepers, but with a very strong spiritual side, akin to the samurais of the East, and the Buddhist monks too. They've kind of got a wonderful mixture of all three. Liam Neeson, qui découvre alors le monde de la science-fiction, cherche des repères sur lesquels il pourra baser son interprétation. En effet, lui qui n'a connu à l'époque que des rôles dramatiques ou historiques, ancrés dans la réalité, est un peu intimidé à l'idée d'incarner un personnage où quasi tout est à inventer. Il va donc puiser dans sa position de maître pédagogue d'un élève à initier afin de lui donner la direction de jeu qu'il doit adopter. Yeah, well, I have to, you know, there's a lot of madness in the film, so I have to be a kind of a straight guy to all these hijinks going about, you know. But I do have to, I do discover and protect this young boy who, as we know, is going to become Darth Vader. And he's my charge, you know, so I have to bring him into the light, as it were. So it's a big responsibility. Cet aspect du personnage va le placer au centre de l'histoire et va donc donner à Liam Neeson une responsabilité cruciale qui va être de porter véritablement le film et par extension de lancer la nouvelle trilogie et le retour de Star Wars sur grand écran. Sacré challenge. Je suis l'être le plus intelligent que vous ayez jamais rencontré. Il a craqué son slip ou quoi? Le caractère rebelle mais très noble de Qui-Gon a fortement résonné en Neeson, mais également l'aspect spirituel du personnage, se sentant proche de l'idéal de paix et de sagesse représenté par les Jedi. Une autre thématique du scénario va également beaucoup retenir son attention, un point qui divise les fans encore aujourd'hui mais que Liam Neeson a trouvé très intéressant à exploiter et creuser. First off, it's an extraordinary story. It's the first story in the Star Wars cycle. And it's a great adventure story. And that's what I saw first when I read it and saw the photographs and the descriptions of these extraordinary planets and worlds that my character and various other characters explore and find themselves involved with. Second or third reading, it was, it was like, oh yeah, there is this element to it now. Of course, these races of creatures and individuals and human puppets, they all depend on each other here. We're just making a very, very strong point through entertainment of that
life needs each other, you know what I mean? It's like a tree needs the ground it grows on, the ground then needs man to kind of look after it. And in fact, my character makes a statement to this little boy who becomes my apprentice. Les midi-chloriens sont des organismes microscopiques qu'on rencontre dans toute cellule vivante. Ils sont à l'intérieur de moi. Dans tes cellules, oui. Et nous vivons en symbiose avec eux. C'est quoi la symbiose? L'association réciproquement profitable de deux organismes vivants. Sans les midi-chloriens, il n'y aurait pas de vie et l'on n'aurait pas connaissance de la force. À tout instant, ils parlent en nous. Ils nous disent ce que veut la force. Quand tu sauras faire silence en toi, tu percevras leur voix. That we wouldn't live unless we had them, and yet if we saw them under a microscope, we'd see these kind of nasty little bug-like things that your instant reaction would be to kill it, but that is life. It's about harmony, I guess, but told in a wonderful, entertaining, as I say, way, and full of action and full of a very, very interesting basic philosophy that we all need to be reminded of. Personnellement, j'aime assez cette notion de midi-chlorien, les amis. Je trouve qu'elle n'enlève en rien la mystique de la Force. Elle amène un élément de compréhension nouveau dans une période où les Jedi ont le temps et les ressources nécessaires pour étudier son fonctionnement. Et à mon sens, ça ne s'oppose pas du tout à la conception de la Force expliquée par Obi-Wan dans l'épisode 4. C'est une sorte de fluide créé par tout être vivant, une énergie qui nous entoure et nous pénètre et qui maintient la galaxie en un tout unique. Au contraire, ça permet d'établir un parallèle avec cette notion d'équilibre de la vie qui dépend toujours d'autres vies et qui forme l'équilibre d'une galaxie reliée en un tout unique. Selon moi, les midi-chloriens ne font qu'enrichir la mystique de la Force et ne la désacralisent en aucun cas. Vous avez raison. Ah, merci de me soutenir, maître, parce que franchement, je sais pas comment elle va passer en commentaire, celle-là. Hein. Néanmoins, Liam Neeson avait besoin d'explications supplémentaires sur les midi-chloriens. Et qui de mieux pour répondre à ces interrogations que maître George Lucas en personne? Mais Lucas a la même faculté que maître Yoda. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a répondu, on a toujours plus de questions à l'arrivée qu'au départ. I find the kid that's going to eventually be Darth Vader. Oh, And I Anakin. Anakin. And I have a scene where I'm telling him that he's special. And I forget the lines, but I had this thing, midi-chlorian. So I went over to George Lucas and said, George, what the F am I saying? Well, what's a midi-chlorian? And I remember George said, okay, you know in your gut, you have millions of bacteria. I said, yeah. Okay, one of those has an intelligence. And then he laughed. And I was like, Donc est-ce que Liam Neeson, à l'instar de son personnage, a bien compris ce qu'était la Force? De quel côté est-il? Plutôt de l'approche mystérieuse de la trilogie originale, un scientifique spécialiste des midi-chloriens, ou une synthèse des deux? Do you get the Force? Do you understand the Force? I kind of do, yeah. What is it? Sure. It's the Force. It's the Force, man. It's the Force, man. Come on, dude. It's a good thing. It's a good thing, and but that's you have to be careful how you use it, you know. Don't use it randomly. Use it wisely. Use it wisely. But you can use it in a random way through a wise channel, you know. Academically, kind of, we can chat for hours about what we think the Force is or what, you know, this character stands for, that, you know. It's, but it's, I like the idea that it's a kind of an invisible thing that you have to kind of almost stop everything to kind of get in touch with a kind of silence or listen to an inner voice into yourself, you know, from yourself. Vous l'avez donc compris, on peut dire que Liam Neeson a réussi avec brio la préparation et l'interprétation émotionnelle de son personnage. Il a compris les contours de sa philosophie et l'environnement qui l'entoure, mais nous n'avions pas de doute à ce sujet. À l'époque, il est un acteur dramatique confirmé dans ce domaine, et c'est pour cela qu'il avait été choisi. Mais son arrivée dans l'univers Star Wars l'oblige à relever un nouveau défi dans son interprétation. En effet, l'ambitieuse nouvelle trilogie de George Lucas va marquer une véritable différence avec la trilogie originale, notamment dans l'aspect très physique et spectaculaire des combats et scènes d'action. Liam Neeson doit donc s'y préparer, et même s'il a connu quelques rôles comportant des combats à l'épée, rien ne pouvait le préparer à l'ampleur de la tâche qui allait se dresser devant lui, étant donné l'intensité des chorégraphies de combat que veut voir Lucas à l'écran.
On se demande du coup si ce qu'il a appris dans ses précédents rôles va pouvoir lui servir et s'il sera à la hauteur de la réputation des Jedi quant au maniement du sabre laser. Cela ne vous regarde pas. Bah si, quand même, faut que vous soyez crédible en Jedi, donc si vous savez pas vous battre au sabre, ça va faire bidon. Hein. Je suis un puissant Jedi en mission importante. Écartez-vous. Comment il se la raconte, SCH? First of all, you've got to get the fencing moves. They're all got to be learned, haven't they? Yeah, I mean, I'd done quite a bit of that in the past, Clive. It was with Excalibur and Rob Roy and stuff, I'd done it. And there's like 8 basic defense moves, I think. Shoulder, shoulder. No, I have to stand for this, sorry. Do I have to stand too? Am I in this? Yeah, stand if you like, just for support. I'm Darth Maul, all right? So if you have a... Just imagine I'm an ugly bastard, right? How small, right? So if you have a lightsaber, right? Two hands. Double-ended. Oh, that's good, yeah. Mine is here. So if you were to attack my shoulder here, there's a move here where I would stop your defense. There, that's number 2. The waist, just go for the waist now. So that would be 1, 2, 3, 4. Then if you were to go for the knees, you turn it. 5, 6. Then I love this one. If you were to come down from my head, boom, there. And then this is the really great one. If you were going to go for the spine, I go, drop it that way. Ah, right. And depending on who you're fighting, you go, whoops. Neeson a donc dû se plier à un entraînement physique intense pour manier le sabre laser avec agilité et précision. Ce travail lui a pris du temps, ainsi bien sûr qu'à Ewan McGregor, en amont du tournage, pour se préparer et apprendre par cœur les chorégraphies incroyables concoctées par les équipes du film. Cela a sûrement été l'une des parties les plus compliquées de ce rôle, comme il a pu le confier au moment de la sortie de La Menace Fantôme. Physically it was, yeah, because we were working very long days and the studio was like an hour, 3/4 of an hour outside London in England. So to get time to rehearse the fight was fairly, it was hard. But we did it, we managed it. And how many days or weeks did you spend on that? I can't quite remember. We broke it up, but I think it was over a period of a couple of weeks, I want to say. Des sessions d'entraînement aux arts martiaux ont été dispensées aux acteurs, destinées à rendre crédibles les scènes d'action. Cela leur a permis d'acquérir des mouvements fluides et gracieux, typiques des arts Jedi. Le travail de préparation étant effectué, il a fallu ensuite répéter inlassablement pendant le tournage afin de trouver la bonne intensité et la façon de jouer toute la dramaturgie, notamment du fameux Duel of the Fates, point d'orgue de cet épisode 1. The first time we were rehearsing these fights, of course, we started making the sound effects of the lightsabers, like, you know, we kind of looked at each other and I thought, okay, we have to stop that, you know. It's interesting, I mean, I've done maybe 4 or 5 films where I've had to do quite serious sword fighting. So I have a kind of a grounding in it. Normally with like sabers, you have to kind of hack, you know, and put weight behind it, but with these things it's very, very gentle, kind of smooth and fluid. Fast movements, but very kind of gentle at the same time. And when they use their lightsabers, they're extensions of themselves, you know. Malgré toutes ces épreuves physiques, on se doute que le plaisir d'incarner des chevaliers Jedi combattant au sabre laser doit vite prendre le pas sur tout le reste. C'est vrai, nous rêverions tous d'être à leur place pour porter les costumes et utiliser les accessoires dont ils disposent, surtout quand George Lucas en personne vient te proposer de choisir ton propre sabre laser. It was exhilarating because George brought them in this beautiful velvet-lined box, and there were 4 or 5, and he said to Ewan and myself, you know, pick your lightsaber. You know? So I went for the smoothest one because I knew we were going to have lots of fights and I didn't want any jagged edges cutting into my hand and stuff. So that kind of sword fight experience, you know, told me which one to take, you know. Ce sabre m'a énormément marqué à l'époque, parce que je me vois encore jouer avec mon frère et mes copains, l'arborant fièrement, nous préparant tous les 4 à affronter une armée entière de droïdes séparatistes dans le jardin d'un pavillon de banlieue parisienne. On avait une sacrée imagination à l'époque.
Et de l'imagination, il en a fallu à Liam Neeson pour arriver à jouer un personnage dans un univers qui lui était inconnu, qui plus est lors d'un tournage assez révolutionnaire pour l'époque, étant donné l'omniprésence de fonds verts et bleus, chose assez inédite fin des années 90. Au moment de tourner La Menace Fantôme, Liam Neeson a déjà plus d'une trentaine de tournages à son actif. Donc on se dit, et peut-être lui aussi, qu'il est rodé et que les choses seront simples. Mais c'est sans compter sur les plans de George Lucas, qui veut faire de cette nouvelle trilogie une véritable révolution dans l'industrie cinématographique, en utilisant en très grand nombre des décors et personnages réalisés infographiquement. Ceci va bien entendu surprendre un petit peu Neeson, mais c'est dans ces moments-là qu'un grand acteur se reconnaît, en étant capable de s'adapter à la situation. Il a donc fait preuve de patience et d'imagination pour délivrer, selon moi, une performance magistrale, malgré ses obstacles techniques. À l'époque du tournage de la trilogie originale, Harrison Ford se plaignait d'avoir du mal à imaginer l'environnement dans lequel il était, dû aux nombreux effets spéciaux que comportait le film pour l'époque. Mais en était-il de même pour Liam Neeson? Well, I mean, I can sympathize with Harrison because that was the number one. You know, they perhaps couldn't envision what was going to be out there. You know, but at least we had the knowledge of seeing these three films, and George would show us on a, computer screen what we were going, approximately what would be out there and what we would see. But that being said, when I did see the film, it was like I was so struck by the scale of it and the epicness of it and these amazing worlds he has created. C'est sûr que d'avoir regardé la trilogie originale avant le tournage pouvait donner une idée de ce qui pouvait l'entourer. Et la technologie ayant avancé, les acteurs pouvaient avoir quelques visuels sur le plateau. Alors qu'effectivement, pour Un Nouvel Espoir, le challenge devait être immense pour le cast, d'essayer d'imaginer un univers qui n'avait de sens et d'image que dans la tête de George Lucas. Néanmoins, la question était de savoir si la performance d'acteur de Liam Neeson allait être affectée par ces méthodes de tournage et de réalisation inédites. I don't really, because they can't really change your performance. I mean, if I raise my arm like this in one take, yes, they can remove the arm because it blots out something here. But it doesn't actually change the emotive power of what you're doing. And I think it's a great tool to be able to do, you know. I know there were scenes in Star Wars where Ewan and I, if we were doing a scene and we were perhaps too far apart, he could move us in a bit closer, but it didn't actually affect our performance per se. In fact, there were days when we were doing scenes where there were no special effects, which was very rare. And would be actually on a set, you know. George was thrilled. He says, "Oh, great, finally, just two actors and a director, you know." Il est intéressant de voir ressortir du tournage ce que pensait Liam Neeson de ces nouvelles technologies, ajoutant les décors numériques en post-production. Cela allait-il révolutionner les techniques de jeu et plus généralement le métier d'acteur? I don't think it's changing the rules. It's just another muscle that actors have to exercise, and it's fairly hard to. Given that acting, certainly for me, is about reacting, and you're acting to essentially thin air or to some actor's voice off camera, and it's another technique I think we'll have to, use and learn but it's worth it. Cette révolution numérique a permis notamment d'avoir des personnages entièrement créés par ordinateur au centre des intrigues, comme bien entendu notre Gungan préféré, Jar Jar Binks. Oh moi, je vous aime. Oui, moi aussi Jar Jar. Mais je pense également au Toïdarien de Tatooine, Watto, avec qui Liam Neeson se rappelle une anecdote de tournage assez rigolote. I had this lovely makeup and hair lady, and Scottish, and I was supposed to be doing a scene with this little flying sort of monster that was this kid that would eventually be Darth Vader. He's 9 years of age. Sure. It was a big, long scene with this flying things. No, what do you want? That's all this sort of stuff. And I didn't know what this thing was going to look like. So I'm acting to a guy with a stick and an orange or a green tennis ball stuck in the top that's going to be eventually this flying little monster. Right. And so I'm in the makeup. So I got my wig on, my beard and all that stuff. And she says, "Oh, Liam," makeup lady says, "I did see, a mock-up of the wee monster. You could be a monkey smoking a pipe. No one's going to be looking at you."
Isn't that nice to hear just before you I go know, out? before you do. And I had a lot of lines to say on this thing, to this tennis ball, And right enough, you see the scene, it's like, oh, wow, that's amazing. What are you doing here, Jedi? La crédibilité de ces personnages numériques réside bien entendu dans leur réalisation, mais également dans la justesse de l'interaction que va jouer le véritable acteur lui donnant la réplique. Et on peut dire que dans cet exercice, Liam Neeson s'en est tiré avec brio, que ce soit pour Watto, Ça roule. Jar Jar Détends-toi. ou Boss Nass. Apprécie ça. Et en parlant de crédibilité, un dernier défi devait être relevé par Neeson. Il devait s'inscrire en profondeur dans l'univers de George Lucas, en y adoptant la philosophie du personnage comme on a pu en parler, mais aussi en maîtrisant le langage particulier qui s'impose à tous les acteurs débarquant dans la saga et qui n'est pas chose aisée. I got to ask this question about what Jedi Knights do apart from fighting, because it seems to me every Jedi Knight is a mixture of Confucius and Bruce Lee and all 7 of the samurai. Right. But above all, you're very, very wise, right? Yeah, very wise. Very wise. It's really hard to act that. We kind of look at each other and frown quite a lot. You say, do not be impatient, my young apprentice. Yeah. Right? George, could I drop the young here? No, keep it in. Okay. You're very, very good at the Jedi wisdom speak, but what you're really good at is spaceship speak, and that's the hardest speak. That's the tough stuff, isn't it? Yeah. Activate those hyperdrive coordinators and all that stuff. But it was funny when you and myself had to come on, and of course it's a sliding door, and you're in, and we're rehearsing it. And he said, George, what'll I do? George says, well, start the spacecraft, and there's all these banks, of, buttons and levers and stuff. So we just started laughing. It was like every dream, And we're looking out through the window like, head for that star, It was great fun. Le tournage de La Menace Fantôme fut donc un énorme défi pour Liam Neeson, lui demandant une grande capacité d'adaptation dans ses décors sur fond bleu, une imagination débordante pour jouer avec les créatures du bestiaire qu'il aime ajouta en post-production, et le tout en employant parfaitement le langage d'un maître Jedi. Tout ceci n'a pas entaché une seconde la qualité de ce grand acteur qui a réussi malgré tous ces éléments à s'investir pleinement dans le rôle de Qui-Gon Jinn. La question qu'on se pose souvent quand on a aimé certains personnages au cinéma, c'est de savoir si l'alchimie qu'on a ressentie à l'écran s'est véritablement produite entre les acteurs et le réalisateur sur le tournage. Si on a adoré un film et qu'on a vraiment cru à une histoire d'amour ou d'amitié, c'est sûr que si on apprend que les acteurs se sont détestés sur le plateau, ça déçoit toujours énormément. Donc qu'en est-il de la relation qu'a entretenue Liam Neeson avec ses partenaires de jeu et avec Maître George? Commençons par ce dernier, pour lequel Liam Neeson a un profond respect et qui, comme je le précisais précédemment, peut être la raison principale de son arrivée dans l'univers. En effet, l'idée de travailler avec un réalisateur créateur d'univers mythiques comme George Lucas a été le vrai moteur de Liam Neeson pour rejoindre la franchise. Il souhaitait véritablement découvrir la façon de travailler d'une autre légende vivante d'Hollywood après avoir collaboré avec son grand ami sur la liste de Schindler, Steven Spielberg. George is an expert, and he is one of the world's great storytellers. We were very aware we're part of telling this extraordinary story, and that's, you get a sense of him. It's a very understated expertise he has. Precision and patience, En apprenant à travailler avec George Lucas, Liam Neeson a pu observer un immense professionnel qui maîtrise parfaitement son sujet. Car en plus d'être peut-être le plus grand conteur contemporain d'histoire, c'est aussi et peut-être avant tout un véritable technicien du cinéma, qui connaît les outils qu'il doit utiliser parfaitement, ce qui bien entendu l'aide dans sa réalisation, et lui permet de travailler sereinement, un peu comme quand on est au sommet de son art. Serait-ce cela, le style Lucas? He seemed to me when we were directing very, very laid back, and like a lot of powerful people, they don't show the power. They don't have to. Do you know what I mean? Yeah. Yes, I see what you're saying. And his knowledge of cameras and stuff is like phenomenal. Oh, he knows all about cameras. So we'd be doing scenes to be 3, 4, 5 cameras. People say, George, shouldn't Liam sit here and then look out this way, a camera right? Say, no, because I'm going to use this camera. He should exit this frame. But throw a look that way for... But has he different from other people you've worked other great directors you've worked with? Is there a different Lucas style of directing? Well, he's... I would say his style is something that I admire. He employs you to act. He's the director, and he expects you to act.
It was as simple as that. I love you know? that school. Do you know what I mean? Yeah. It's not the. I think Qui-Gon should be feeling lonely. It's none of that stuff. No. It's just move to the chair, move back, and speak a bit faster. Maybe speak a little slower. Perfect. Love that kind of direction. Comme Liam Neeson a pu l'expliquer, ce qui le fascinait peut-être le plus chez George Lucas, c'était son génie créatif, dans absolument toutes les composantes d'un film. Dans la création de l'univers global, bien entendu, mais aussi dans les effets spéciaux, le sound design, et plus généralement dans toute la direction artistique de sa saga. Il en est de même dans la conception des personnages, et plus particulièrement pour un petit droïde blanc et bleu, très attachant. One little funny story. I remember I was making Star Wars, The Phantom Menace, in Leavesden Studios about 23 years ago. And it was at lunchtime, and Michael was 2. So I was carrying him, showing him the set at lunchtime, and R2-D2 was parked up against wherever. And I was carrying Michael around and pointing things out, and he saw R2-D2. Now, he knew nothing about Star Wars or saw any movies or comics or anything like that. He's 2. But he saw this little metallic creature, and he was like this. I had to get down from my arms, waddled over to this thing, and started hugging it, which I thought was fascinating. And I remember after lunch, I told George Lucas, I said, George, I brought my son to see, he had to go down and go over to R2-D2 and just hug him. And George wasn't surprised. He had a smile on his face and he says, yeah, he has that effect on children. Aww. I says, but my kid is 2 years of age. And, it's a big chunk of metal. But he just knew it was cuddly and comfortable and friendly, Passons maintenant au casting, mais pour tout vous dire, en ayant fait mes recherches sur les différentes déclarations qu'avait pu faire Neeson sur le film et sur ses collègues de plateau, je dois vous avouer que j'ai pas trouvé grand chose. Il a fait très peu d'interviews pour promouvoir le film, déjà parce qu'il n'aime pas ça, mais aussi parce qu'à ce moment-là, il tournait et assurait la promotion d'un autre film appelé The Haunting ou Hantise en VF. Il n'a fait à ma connaissance aucune interview télévisée avec d'autres membres du cast et très peu de déclarations dans la presse écrite. C'est donc clairement pas le meilleur client pour cette partie-là de la vidéo et j'espère vraiment pouvoir faire mieux à ce sujet dans un prochain Dans la peau 2. Mais je vais essayer de faire au mieux pour vous retranscrire succinctement la façon dont il a apprécié la compagnie de ses principaux partenaires de jeu à partir de ce que j'ai pu lire sur le tournage. Je n'ai pas le temps d'écouter vos fabulations. Je fais ce que je peux, c'était à vous de parler plus. Et je vais faire ce que je peux avec ce que j'ai, d'accord? Et comme ça, vous passez pas pour un mec imbuvable qui méprise ses collègues de travail, d'accord? Archer conclu. Quand même. On peut considérer que Qui-Gon est le personnage principal du film, en ce qui concerne le temps d'écran et la place prépondérante qu'il prend dans le scénario. Mais c'est également le cas de son padawan, Obi-Wan Kenobi, qui entretient une relation complexe et donc très intéressante avec son maître. La dynamique de leur relation est donc au cœur du film. Il fallait que les deux acteurs s'apprécient pour que cela se ressente et permette une véritable alchimie à l'écran. Neeson fut véritablement impressionné par le talent de ce jeune acteur à qui Hollywood ouvrait ses portes, et au-delà de l'amitié qu'ils ont pu créer sur le tournage, c'est bien professionnellement qu'il a reconnu les mérites de son partenaire de jeu. Ce souvenir de cette complicité marquera les deux hommes, au point de se montrer très émus au moment des retrouvailles en 2021, à l'occasion du tournage du dernier épisode de la série Kenobi. On reparlera de cette scène un peu plus tard, mais savoir que cela a déclenché une telle émotion chez les acteurs, ça me touche énormément. L'autre relation très forte, c'est bien entendu celle entre Qui-Gon et Anakin, car elle est centrale dans le scénario, mais aussi car elle développe des liens entre un maître adulte et un padawan enfant. La réussite et la crédibilité de cette relation étaient cruciales pour George Lucas, car elle était le moteur pour embarquer une nouvelle génération de fans dans l'univers Star Wars. Liam Neeson a tenu ce rôle de mentor également sur le plateau pour Jake Lloyd, qui n'a que 9 ans à l'époque. On se doute que pour lui, cela devait être très impressionnant de découvrir ce monde du cinéma, qui plus est dans un film à gros budget avec de grands acteurs, une équipe nombreuse et des décors et accessoires fabuleux. Liam Neeson l'a apparemment pris sous son aile en le guidant et lui donnant des conseils, décrivant leur relation comme très spéciale et a souvent mentionné le côté attachant de Jake.
Après la sortie du film, vous le savez, l'interprète d'Anakin a été vivement critiqué pour sa piètre performance, selon ses détracteurs, et cela a beaucoup peiné Liam Neeson, qui a toujours eu beaucoup d'empathie pour le jeune garçon. Il a également fait part de ses regrets dans la façon dont ce rôle a affecté Jake Lloyd à long terme, car si vous ne le saviez pas, le jeune acteur a développé au fil du temps de graves troubles psychologiques jusqu'à aujourd'hui encore. Tout ça étant le résultat du poids écrasant qu'aura été son expérience dans l'univers Star Wars. Liam Neeson aura fait preuve d'une grande bienveillance avec Jake Lloyd, d'autant plus qu'il savait la pression énorme qu'il pouvait ressentir à l'époque. Cette tendresse se ressent à l'écran et cela est très touchant de savoir que cette relation de mentor à élève s'est également poursuivie sur le plateau. Autre jeune actrice sur le plateau, Natalie Portman, mais qui à l'inverse de Jake Lloyd est une habituée des tournages, avec bien sûr le mythique Léon pour son premier rôle, mais aussi Heat avec Al Pacino, Mars Attack, elle a travaillé avec Woody Allen, enfin bref, une véritable étoile montante d'Hollywood avant de démarquer dans l'univers Star Wars. Elle n'a que 16 ans au moment du tournage de La Menace Fantôme et a fait forte impression à Liam Neeson dès leur première rencontre. Il est bluffé par le talent de la jeune actrice, son rôle étant très important dans ce premier film et dans cette nouvelle trilogie, elle aurait pu être submergée par la pression, mais au contraire, elle a relevé le défi et avec la manière. La relation très chaleureuse qui s'est tissée entre Portman et Neeson ne s'est malheureusement pas prolongée après l'épisode 1, ils ne se sont à ma connaissance jamais recroisés sur aucun autre projet, ce qui est vraiment dommage car je trouve que leur connexion à l'écran marchait très bien. Revenons maintenant sur celui qui, je pense, est la personne qui a le plus marqué Liam Neeson durant son passage dans l'univers Star Wars. C'est l'interprète du fantasque Gungan qui n'a laissé personne indifférent, pour le meilleur et pour le pire, Ahmed Best, alias Jar Jar Binks. Après la sortie du film, le personnage de Jar Jar a catalysé les critiques qu'ont pu faire beaucoup de fans sur ce début de nouvelle trilogie. Et bon nombre d'entre eux s'en sont pris directement à l'acteur qui ne s'en est relevé que très récemment, passant par des moments très sombres dans sa vie personnelle après cette vague de harcèlement. Néanmoins, Liam Neeson s'est vraiment pris d'affection pour ce jeune acteur qui, selon lui, avait toutes les cartes en main pour devenir une nouvelle star de la comédie hollywoodienne. And I have to say, when I was making that film, with Ahmed Best as Jar Jar Binks and Ewan McGregor as the young Obi-Wan Kenobi, he was probably one of the funniest guys and talented guys I have ever worked with. Wow. I remember calling Ed LaMotta, God rest him, my old ex-agent at ICM, and saying, listen, I think I've just worked with the new Eddie Murphy. And I still believe that. Apparently, I was told that Ahmed went to one of the, one of those big Star Wars conventions, wherever it was, San Diego or somewhere like that, recently, in the past 2 years. And the crowds went wild. Ahmed was introduced. The crowds went wild, gave him a standing ovation. Ahmed was crying his eyes out. It was a beautiful thing to hear. I wasn't there. I was told this by a couple of people. It was beautiful. Right. Je trouve fou ce qui s'est passé avec Ahmed Best et ça témoigne de la nocivité que certains peuvent véhiculer. On sent bien que ça a touché Liam Neeson, ça l'a peut-être encore plus incité à se faire discret publiquement et en interview, même si je pense que c'était déjà dans sa nature. Et c'est vraiment dommage de pas avoir d'image de Liam Neeson avec Ewan McGregor par exemple pour promouvoir le film ou avec Jake Lloyd. Ça aurait fait tellement plaisir de voir si cette alchimie à l'écran pouvait se ressentir aussi dans la vraie vie. On restera donc uniquement avec le souvenir de leurs interactions dans le film. Et quelque part, est-ce que c'est pas ça le meilleur moyen de ne pas être déçu? Après la sortie du film, Liam Neeson est très fatigué, physiquement comme moralement. Le tournage fut éprouvant, car très physique, comme j'ai pu vous l'expliquer. Il a enchaîné quasiment tout de suite avec le tournage du film Antise, puis les tournées promotionnelles pour les deux films. Et à l'occasion d'une interview au magazine Red Book pour promouvoir La Menace Fantôme, il craque sur le monde du cinéma hollywoodien et surprend tout le monde en annonçant sa retraite, ce qui va bien entendu ravir les journalistes en mal de gossip. Ce sont des seigneurs du crime notoire, on les rencontre dans toute la galaxie. Ça reste des journalistes, maître, mais j'appelle ça des fouilles-merdes, moi, personnellement. J'ai déjà perdu trop de temps avec ces rustres. Bah ouais, mais vous l'avez cherché aussi, hein. Sa critique portait surtout sur le fait que le cinéma soit un média fait pour les réalisateurs et sans aucun respect pour les acteurs, autant en considération qu'en rémunération, si vous voyez ce que je veux dire. Vous acceptez les crédits républicains ?
Ce fut sûrement une réaction à chaud au sortir d'une année chargée et probablement causée par une mauvaise expérience de travail avec un réalisateur. Alors est-ce qu'il s'agit de George Lucas? Très honnêtement, je ne crois pas, je pencherais plus pour celui du film Antise, Yann de Bont, parce que voyant les déclarations assez élogieuses de Liam Neeson à l'égard de Lucas, autant dans le making-of qu'en interview post-tournage, je me dis que si ça s'était si mal passé, il en dirait pas autant de bien. Mais Maître Georges avait néanmoins répondu peu de temps après ces déclarations pour expliquer qu'effectivement le cinéma était bien un média de réalisateur et que grâce à cela et au montage, il pouvait changer la performance du comédien et même l'améliorer. Réponse un peu cinglante malgré tout, mais comme je vous disais, vu le respect que montre Neeson pour Lucas même après le tournage, ça m'étonnerait que ce soit leur collaboration qui soit en cause dans cette affaire. Il reviendra sur cette propos quelques jours seulement après son interview enflammée, surtout pour annoncer qu'il n'arrêtait pas sa carrière mais qu'il avait besoin de repos. Et quelques temps après, il reviendra sur cette période afin d'expliquer plus précisément ce qu'il s'était passé. So you're definitely going on, because there was a big story about you retiring. I know. That was my fault. I'd done these 2 films back to back, and I was in Los Angeles, seen for 25 years, and I was missing my wife and my kids, and I was doing an interview for Star Wars, which had started, and I just was so tired and fed up, and I just vomited this bile of about the movie industry and producers and directors and how we were all puppets, and I mean, and this wee woman's going, oh. So, but it's totally untrue, you know. I can't afford to get C'est sûr qu'après cette interview, ses agents ont dû très vite l'appeler pour lui expliquer que ses comptes en banque allaient rapidement se vider s'il continuait pas à tourner, et cela remettrait n'importe quel idéaliste dans le droit chemin de la quête du confort matériel. Vous acceptez les crédits républicains? Intéressons-nous maintenant à la manière dont le film fut reçu, en termes de chiffres, mais également au niveau des critiques, pour expliquer la place que pourra prendre La Menace Fantôme dans la filmographie conséquente et prestigieuse de Liam Neeson. Commençons par analyser les résultats au box-office pour savoir si ce retour de Star Wars sur grand écran fut un succès. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça a été purement et simplement un carton. C'est le film qui a fait sans commune mesure le plus de recettes dans le monde sur l'année 99, en frôlant le $1 milliard de revenus, avec plus de 430 millions de dollars uniquement sur le territoire américain. Il a fait donc plus de 250 millions de dollars de plus que le second au box-office, qui n'est autre que Sixième Sens de Shyamalan. Belle perf, d'autant que cette année-là, la concurrence fut tout de même rude, avec d'autres beaux succès, comme Matrix, Toy Story 2, le Tarzan de Disney, Stuart Little, American Pie, Wild Wild West, Sleepy Hollow, American Beauty, Rush Hour, Austin Powers, Coup de foudre à Notting Hill et La Ligne verte. Bref, vous avez compris, il y avait du lourd, mais à l'époque, et malheureusement, je dis bien à l'époque, la saga Star Wars écrasait tout sur son passage. En France, ce fut également un succès, même si le film n'arrive qu'en 3e position du box-office, avec plus de 7 300 000 spectateurs, derrière Tarzan, et le plus gros succès de l'année bien de chez nous, Astérix et Obélix contre César. Très amusant. Comparons maintenant avec les autres films de la saga. La Menace Fantôme tient une belle 4e place, que ce soit en termes de revenus bruts, mais aussi en termes de bénéfices. Le calcul est fait en ajustant les chiffres par rapport à l'inflation pour qu'on puisse véritablement comparer, afin qu'un dollar de 77 ou de 83 ait la même valeur qu'un dollar d'aujourd'hui. On remarque donc qu'en termes de revenus bruts générés, on retrouve l'épisode 1 derrière l'Empire contre-attaque, le réveil de la Force et bien sûr Un Nouvel Espoir, mais devant des épisodes très populaires comme le Retour du Jedi ou La Revanche des Sith. En termes de bénéfices, c'est sensiblement la même chose, car on le retrouve également à la 4e place, mais cette fois-ci placé derrière les films de la trilogie originale, qui avait un petit budget comparé aux recettes mirobolantes générées. La Menace Fantôme a réalisé une marge de plus de 300% par rapport à son budget, ce qui est sans conteste une brillante réussite, tout du moins en termes de chiffres. Ce succès aura tenu à l'aura de la saga Star Wars, qui était à son apogée après que la trilogie originale soit devenue véritablement culte. Ceci accompagné d'une puissante campagne de communication et de produits dérivés, et bien entendu au talent de George Lucas de savoir nous embarquer dans un imaginaire incroyable tout en gardant intacte l'universalité de ses histoires. George's tales, the Star Wars tales, have really tapped into a psyche in the world that modern popular culture has never done before. And to me that says, yes, these films are incredibly well made, but also it's tapping into a void that we have as human beings, that we have kind of lost something. And George provides, you know, these films are providing that great storytelling sense of myth.
Ce triomphe au box-office sera néanmoins terni par une réception du public plus contrastée. Vous le savez, d'une manière générale, cet épisode 1 a reçu des critiques, on va dire, mitigées. J'ai un mauvais pressentiment. Beaucoup ont salué les aspects visuels du film, et notamment les effets spéciaux, qui étaient révolutionnaires pour l'époque, la création d'un univers riche et détaillé, avec toutes ces magnifiques nouvelles planètes, les batailles spatiales épiques, et l'introduction de nouvelles créatures et technologies ont été véritablement appréciés à leur juste valeur. Mais malgré cela, beaucoup ont estimé que le scénario était un peu trop alambiqué, trop porté sur la politique, ce qui donnait un rythme un petit peu lent au film, et qui selon eux ne permettait pas de provoquer l'enthousiasme qui caractérisait la trilogie originale. Le personnage de Jar Jar a été largement rejeté, jugé irritant et trop enfantin. La performance de certains acteurs, notamment Jake Lloyd dans le rôle d'Anakin, a aussi été un petit peu moquée. Bref, les critiques n'ont pas épargné le film, et de leur côté, les fans ont eu eux aussi des réactions très variées. Pour une partie importante du public, La Menace Fantôme a été un retour émouvant dans l'univers Star Wars. L'excitation de revoir cet univers sur grand écran a été jubilatoire et a fait naître énormément d'attentes, mais de nombreux fans de la trilogie originale ont exprimé leur déception, notamment concernant le ton du film, jugé plus enfantin, avec la mise en avant de personnages comme Jar Jar et ses blagues peu finaudes par exemple. Cet épisode 1 a également souffert de comparaisons constantes avec les films originaux que beaucoup considéraient comme inégalables, mais avec le temps, certains éléments du film ont été réévalués positivement, notamment, et c'est ce qui nous intéresse ici, la performance de Liam Neeson dans le rôle de Qui-Gon Jinn. La Menace Fantôme a donc divisé les opinions, alliant admiration pour sa technologie et ses visuels, et une certaine déception concernant le ton et la direction prise par George Lucas. Mais je trouve que cet épisode est la cible un peu facile des critiques, et très souvent beaucoup trop gratuitement. Quand on repense à la course de pod passionnante, Dark Maul et son design effrayant, la BO de John Williams avec peut-être sa plus grande œuvre, toute trilogie confondue, pour accompagner l'affrontement mythique qui façonnera la destinée d'Anakin, le plus grand méchant de tous les temps, moi j'ai vraiment du mal à comprendre au bout d'un moment. Sans la force, ne succombe pas à la colère. Pardon maître, je m'emballe, mais je serai toujours là pour défendre ce chef-d'œuvre qu'est La Menace Fantôme. Star Wars Episode 1, The Phantom Menace. That's got a lot, you know, the Star Wars fans. I mean, it's such a controversial movie in the Star Wars pantheon. What do you say to defend that movie? That's a very, you've been very diplomatic there. I know a lot of fans and critics didn't like it, and look, I'm very proud of the film. I got to be a Jedi. You are a Jedi. Got to play with those wonderful lightsabers and stuff, and it was terrific, Andy. It really was, you know. Crazy, but, crazy. I like the movie. Well, I'm proud of it. I'm proud to have been Je trouve sa réaction très digne et calme face à ses critiques. Il prend cela avec beaucoup de philosophie et se focalise sur le plaisir qu'il a pris à faire le film. C'est vraiment admirable et digne d'un maître Jedi. En fait, je suis furieux. Je suis offensé de la façon avec laquelle on m'a traité. Non, faut pas non plus le prendre comme ça. Surtout que Liam Neeson a reçu des critiques globalement très positives pour sa performance en tant que Qui-Gon Jinn. Son jeu d'acteur fut autant apprécié que l'écriture de ce personnage, qui porte véritablement le film, et a su trouver sa place auprès des fans dans la mythologie Star Wars, surtout pour ceux qui étaient enfants au moment de découvrir cette prélogie au cinéma. Je pense être parfait pour pouvoir en juger, ayant l'âge du Anakin de La Menace Fantôme en 1999, et selon moi, c'est une réussite absolue. Grâce à cette figure paternelle bienveillante et protectrice, au point de donner sa vie dans un combat qui, comme son nom l'indique, aura une importance capitale dans le destin d'Anakin, le personnage de Qui-Gon, et donc par extension Liam Neeson, sera profondément rentré dans le cœur de cette génération de fans d'une dizaine d'années qui découvraient cet épisode 1 sur grand écran. Pour vous le prouver, je vous encourage à regarder quelques vidéos YouTube de fans d'une trentaine d'années comme moi qui réagissent au retour du personnage dans la série Kenobi. J'étais à peu près dans le même état qu'eux et ça prouve tout l'amour qu'a développé la fanbase pour ce personnage qui pourtant n'est apparu que dans un seul film de la saga numérotée. Malgré cet amour des fans pour le personnage, on peut pas dire que Liam Neeson ait véritablement cherché à rester connecté à la licence et à ses fans. Déjà, parce que c'est pas dans sa personnalité, tout ce qui a trait à la célébrité a l'air de pas l'emballer véritablement, il préfère se concentrer sur ce qu'il aime, à savoir jouer la comédie, et donc enchaîner les films, et se débrouille pour faire le moins de promo possible, et ne cherche pas à rencontrer son public.
Mais en rentrant dans une saga aussi culte que Star Wars, il ne peut pas échapper aux fans pour qui la licence a une place très importante dans leur vie. Malheureusement pour lui, ce rôle de maître Jedi lui collera à la peau à vie, et je ne suis pas sûr qu'il apprécie ça. Il suffit de voir comment il peut retranscrire certaines interactions avec des fans pour s'en convaincre. Not all the time. I mean, it is a cult. It is, yeah. There's so many movies and spin-offs now. I think, no, you're diluting the whole thing. I think that's my personal thing. And but yeah, occasionally, you know, you see, oh, there's kids after the Star Wars autograph, and I don't want to give autographs. We're in an airport. Oh, it's not the kid; it's the grandfather. There he is, or the dad. You know, horn-rimmed glasses and a beard. Yeah, yeah. And they're like, they become 11-year-olds. You know. Yeah. Vous vous doutez bien du coup que je vais pas vous parler de la présence de Liam Neeson dans des conventions type Comic-Con, etc. Je pense que les fans un peu geeks comme nous qui lui parleraient de la Force et de l'Ordre Jedi pendant des heures, ça le saoulerait très vite. Et aussi si on l'interrogeait sur le fonctionnement exact de son sabre laser, par exemple. The actual thing that you're doing before they do the electronics on it, what is it, a sword and they put the electronic fizz on? It's funny, some fans kind of say, like, this lightsaber says, oh man, you will it into existence, right? You think it and then it shoots. In America, I was saying, no, it's a button. It says on and it says off. I said, no man, it's the Force. I said, look, I'm a Jedi Master, I'm telling you, it's a button. Donc bien entendu, vous comprendrez qu'on ne l'ait jamais vu à la Star Wars Célébration, et il expliquait un peu plus précisément avec une pointe d'ironie pourquoi il était si catégorique à ce sujet, et les amis, ça risque de vous faire un peu mal d'entendre ça, parce que clairement, je pense qu'il nous méprise un peu le copain. Okay, here's a quote from you. Yeah. Okay. Even if my career is on a slippery slope at the speed of light, I will never be at a Star Wars convention. Can we discuss that? Did I say that? Yeah, apparently. I can't. They often make them up. Did I say that? Yeah, I just I don't see myself at these conventions. No, not because of anything against conventionees, but I just want to keep something of the Alec Guinness mystique. Yes. You know? See, and actually, I have tremendous Instead of going answering questions, yeah, I'm 6'4". Oh, it was good fun working with George. Yeah, the lightsaber is quite heavy. Okay, that's 6, 7, 9, 6. Bon, il nous prend clairement pour des benets, les amis, hein, mais on va lui montrer qu'on est capable de poser des questions pertinentes à cet insolent. Si vous avez l'intention de vous battre, vous vous rendrez compte que je suis un adversaire redoutable. Ah ouais, direct, les menaces, quoi. Ah, moi, j'ai pas peur, hein, je te le dis, j'ai fait 2 ans de capoeira, je suis prêt, c'est quand tu veux. Vous êtes sous, mon ami. Pas faux. Ceci dit, il a quand même fait une petite entorse à la règle qu'il s'était fixée, car en 2017, à l'occasion des 40 ans de la sortie d'Un Nouvel Espoir, Liam Neeson a adressé un message vidéo destiné aux fans et exclusivement diffusé lors de la Star Wars Célébration de cette même année. Now I've got a treat for all of you. It's a very special message from someone who wished he could join us here today. I think you'll recognize him. Hello, everyone. I hope you're having a good time. Wow, 40 years of storytelling, mixing myth, mythology, legend, technology in this extraordinary cinematic form. I'd be very honored to play Qui-Gon Jinn in The Phantom Menace. I'm actually here on location in the Canadian Rockies. We're making a movie, a very unofficial movie, about Jar Jar Binks and what happened to Jar Jar. Spoiler alert, he did go to the dark side. Have a great time, everyone. May the Force be with you. May the Force be with you always. Take care. Serait-ce donc un nouvel espoir de finalement le voir venir un jour et pouvoir prendre une petite photo avec lui, en 2027 par exemple? 500 crédits républicains feront l'affaire. Ouais, je sais bien que ça coûte une blinde, vous auriez pu le faire pour l'amour de vos fans quand même. Nous verrons bien, mais je pense malgré tout que Liam Neeson conserve une vraie tendresse pour son personnage et pour la menace fantôme. Il est fier aujourd'hui que ce personnage traverse les époques, gagne même en popularité et soit réclamé par une grande partie des fans pour un retour dans la saga. L'attachement de Liam Neeson à Star Wars n'est selon moi pas à remettre en cause. On sent qu'il a véritablement pris du plaisir à incarner le maître Jedi de Coruscant et que ce passage dans la saga restera un des plus grands moments de sa carrière d'acteur.
Preuve en est, un souvenir qu'il garde précieusement chez lui et doit lui rappeler les bons moments du tournage de La Menace Fantôme. It happens to be sitting beside me. Now, this piece of wood, it looks like an ordinary piece of wood. This has been to Tatooine and back many, many times. If I turn it this way, it'll show a certain lightsaber that I used in the film The Phantom Menace that was originally going to be called The Beginning. And it says on it, October 97. So that was my lightsaber as Qui-Gon Jinn, a Jedi Master. Just plugging that. Malgré la disparition du personnage, à la fin du film, on peut se demander si tous ces souvenirs lui donnent envie de revêtir les habits traditionnels Jedi à l'écran. Il fut interrogé à ce sujet au moment du rachat de la licence par Disney et notamment à l'annonce d'une nouvelle trilogie au cinéma. Accepterait-il de manier à nouveau son sabre laser si Lucasfilm le contactait? I most certainly would, absolutely. I certainly don't want anybody else playing it. Qui-Gon Jinn. I don't know what the current story is now at all. I think it's Harrison Ford and Carrie Fisher. It's that, their character's generation. I came way, way before that. My character was way, way before that. Yeah, we can find a way. Oh, I'm sure they could. I'd love to get gold, yeah. Liam Neeson est quand même resté connecté à la saga et à son personnage car il avait accepté de prêter sa voix dans différents projets animés tels que Tales of the Jedi assez récemment en 2022, mais aussi avant cela dans tous les épisodes de The Clone Wars où Qui-Gon est présent, ce qui montre encore une fois son attachement au maître Jedi car ce ne sont pas tous les acteurs qui portent de l'importance à ce genre de projet un peu plus confidentiel. They're making another 3 films. Yeah. Is that right? Listen. Well, I know you did the Clone Wars, which I was a huge fan of that show. So because it came to me and they said, "Listen, it's just 2 days' work or something. Do you want to?" And I said, "Yeah, well, it's my character. I want to do it. I want it to be my voice." I think Sam Jackson felt the same too when he was asked to do it. Oh, I'd love to. Of course I would, yeah. I mean, I don't know where the story's going to go. Yeah. Nobody knows what this story is. Yeah. On l'a également retrouvé vocalement à la fin de l'épisode 9 pour la fameuse scène où beaucoup de Jedi disparus s'adressent à Rey afin de lui donner la force d'affronter Sidious une dernière fois. On reviendra rapidement dessus un peu plus tard, mais surtout nous aurions pu le retrouver avant cela dans la prélogie. Car je ne sais pas si vous saviez que Liam Neeson avait enregistré une scène qui malheureusement fut coupée dans La Revanche des Sith et qui aurait été ultra stylée car elle matérialisait le fait que Qui-Gon ait appris à communiquer depuis les profondeurs de la Force. Bon, au final, ça a été expliqué plus tard dans The Clone Wars, étant donné l'absence de cette scène dans le film, mais j'ai retrouvé la scène en question qui en était restée au simple stade d'ébauche en termes d'effets spéciaux. When I became one with the Force, I made a great discovery. With my training, you will learn to merge with the Force at will. Your physical self will fade away, but you will still retain your consciousness. You will become more powerful than any Jedi could imagine. Excuse me, Master Yoda. Obi-Wan Kenobi has made contact. Je maintiens que ça aurait été génial d'avoir cette scène dans le film, même si j'aime beaucoup ce qui a été fait à ce sujet dans The Clone Wars, mais ça aurait bouclé la boucle d'avoir Qui-Gon au début de cette prélogie et également à la fin, pour nous expliquer pourquoi Yoda dit à Obi-Wan qu'il pourra lui enseigner comment communiquer avec son maître. Quel gâchis! Je sais bien. Nous avons donc dû attendre patiemment 23 ans pour avoir le grand retour de Liam Neeson dans les habits du Jedi de Coruscant. Un retour plus qu'attendu et naturellement espéré dans la série Obi-Wan Kenobi sortie en 2022 pour une scène de retrouvailles tant attendue entre maître et apprenti. À la toute fin de la série, Obi-Wan n'est plus l'homme brisé et sans foi du début. Il a évolué. Il finit par accepter qui il est vraiment. Et il retrouve sa foi. C'est là que Qui-Gon apparaît. J'étais très heureux de retrouver Liam. Ça nous a ramenés à l'époque du premier film. C'était incroyable de le revoir en Qui-Gon.
tout simplement incroyable. J'ai parlé à Deborah il y a quelques mois. Elle m'a appris qu'Ewan allait faire cette série. Et elle m'a dit, je veux juste que tu fasses une apparition vers la fin. Obi-Wan a traversé une grande épreuve et il cherche de l'aide. Mais Qui-Gon Jinn n'est pas là. Et puis, il te voit. Ça m'a tout de suite convaincu de rejoindre l'aventure. Il y avait un côté très familier. Mais en même temps, je n'arrêtais pas de penser, attendez une minute, la menace fantôme a été réalisée il y a 24 ans. Mais là, c'était une nouvelle équipe aux commandes, dirigée par Deborah. Et puis, j'étais heureux de revoir Ewan. Le mythe et l'histoire continuent. Obi-Wan rétablit un lien avec Qui-Gon. Et il redevient le Obi-Wan qu'on connaît et qu'on aime. Ce fut un très grand moment d'émotion de pouvoir le retrouver, et savoir que ça a également touché les acteurs, ça renforce véritablement ce sentiment. Mais à la suite de ce retour, pour le moins expéditif, est-ce qu'on peut espérer revoir Liam Neeson dans un nouveau projet Star Wars? Je vous laisse écouter ce qu'en pense le principal intéressé. No, I'm not. There's so many spin-offs of Star Wars. It's diluting it to me, and it's taken away the mystery and the magic in a weird way, you know. It was nice to do the little bit with Ewan after 25 years, 24 years, you know. We did a TV version, and I appeared in the last episode. I had 3 lines to say. 2 lines. 2 lines. And that was cool. I loved it. Yeah. That's it. Yeah. Bon, il a l'air assez catégorique là, ce qui nous désespère un peu en cas d'un Obi-Wan saison 2. Mais si un gros chèque est à la clé, peut-être que l'appel de la Force et des Datari se feront entendre. Vous acceptez les crédits républicains ? Par contre, on notera quand même l'analyse qu'il fait de la multiplication des projets Star Wars sur Disney+, ce qui prouve encore une fois qu'il aime véritablement la licence, au point de se poser la question de la direction qu'elle prend et de ce qui serait le mieux pour qu'elle garde son charme. Et je pense qu'on aime ou pas les différentes séries qu'il a plutôt raison. Ça pourrait faire l'objet d'un long débat entre nous les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais c'est sûr qu'on est je pense tous partagés entre l'envie d'avoir toujours plus d'histoire dans cet univers qu'on adore et le fait qu'on ait envie que l'aura de la saga soit préservée et qu'elle reste quelque chose de rare. On en reparlera peut-être plus longuement dans une autre vidéo, ça pourrait être un débat très intéressant. En parlant de débat, j'aimerais vous parler maintenant de Star Wars en version française. Je sais qu'il y a de grandes querelles entre les puristes de la VO et les gueux de la VF, mais je trouve qu'il est important d'évoquer un petit peu ce qui donne leur voix, élément non négligeable dans l'identité d'un personnage, à nos héros ou antagonistes préférés. Parlons donc de Qui-Gon Jinn en VF. Si vous m'avez suivi dans mes vidéos réactions et avis des différentes séries Star Wars, vous avez pu observer que je regarde tout cela en VF. Alors, je n'ai absolument rien contre la version originale, j'adore me faire de très bons films en VO, afin de ne rien perdre de la performance des acteurs, mais je dois avouer que j'ai aussi une énorme tendresse pour les comédiens de doublage, qui font dans l'ensemble un super boulot. Ils nous ont accompagnés toute notre enfance dans des films absolument cultes, pour ceux qui ont eu la chance comme moi de grandir dans les années 90-2000, mais c'est vrai aussi pour la période 70-80. Et la VF de la trilogie originale Star Wars, c'est vraiment une Madeleine de Proust pour moi. Malgré les approximations de l'épisode 4 avec Z6PO, Chic Tabac, l'Étoile Noire et j'en passe, je trouve que la version française amène quelque chose de plus, notamment au niveau de l'humour, et ça aurait été dommage de se passer de toutes ces petites pépites. Eh bien, va par là. Je parie que tes circuits seront grippés d'ici demain, pauvre tas de ferraille myope. Comment, quel message? Mais voyons celui que tu viens de passer. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis sûr que c'est ta faute. On peut pas les semer, je croyais que ce coucou était imbattable. M'énerve pas, petit gars, prends ta pelle et ton seau et va jouer. Ça va, ne vous tracassez plus pour les zigotos de l'Empire. Je vous l'avais dit que je les sèmerais. Il manque de conversation, ce type-là. Il n'y avait qu'un moyen de sortir d'ici et vous l'avez coupé. Peut-être que vous étiez mieux dans votre cellule, Altesse. Il y a une chose de sûre, c'est qu'on va tous maigrir un grand coup. Vous êtes venu dans cette casserole? Vous êtes plus brave que je ne croyais. Pour ce qu'on est en train de griller, c'est ta faute, Bible. Vous savez qu'il m'arrive encore de m'épater moi-même. Très amusant. Vous voyez ? Pour la prélogie, c'est donc de fait un nouveau casting qui apparaît également pour le doublage, et c'est le comédien franco-suisse Samuel Labarthe qui est choisi pour prêter sa voix à Qui-Gon Jinn.
En 99, il a alors 37 ans, avec derrière lui de prestigieuses études d'art dramatique au Conservatoire national de Paris. Il obtient quelques rôles à la télévision et au cinéma, mais il s'est surtout fait un nom au théâtre, où il sera d'ailleurs un peu plus tard pensionnaire de la Comédie Française. Néanmoins, à cette époque, il a une toute petite expérience dans le doublage, avec uniquement quelques films à son actif, et le voilà débarquant dans l'univers Star Wars pour incarner vocalement celui qui est sans doute le personnage principal du film. C'est la première fois qu'il doublera Liam Neeson, qu'il suivra ensuite sur d'autres films comme Gangs of New York, L'Agence Touriste ou le Dark Knight Rises de Nolan. Il a également prêté sa voix au mythique Robert Redford dans Captain America, mais il est surtout connu dans le doublage pour être une des voix officielles de George Clooney, notamment dans la fameuse trilogie Ocean. Il s'exprime très rarement sur son activité de doubleur, mais j'ai retrouvé un court extrait d'une interview de lui où il s'exprime sur cet autre aspect de son métier de comédien. Et c'est vrai que le doublage aussi fait partie de vos activités, là-bas. Alors beaucoup moins depuis quelques temps, parce que effectivement j'en faisais de façon très sporadique, et suivant les films qu'on me proposait, des fois des magnifiques films, d'autres fois des films un peu moins bons, mais j'en ai jamais fait véritablement une sorte de deuxième activité parallèle comme ça. Mais j'ai surtout effectivement commencé à en faire beaucoup quand on m'a proposé de faire George Clooney, et effectivement depuis c'était quoi, Ocean's 11 ? Oui. J'ai commencé jusqu'à la fin, et on peut dire qu'il fait plus beaucoup de films, donc voilà, je suis un petit peu au chômage technique. Effectivement, le doublage n'est vraiment pas son activité première. On le sent bien, ce n'était qu'une opportunité parmi d'autres, et ce n'est pas pour cela qu'il est reconnu. On le connaît aujourd'hui plutôt pour son rôle du commissaire Swan Lawrence dans la série de téléfilms Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, diffusée sur France 2 de 2013 à 2020, et également pour avoir incarné le général de Gaulle dans une très bonne mini-série historique que je vous recommande et qui s'appelle De Gaulle, l'éclat et le secret, sortie en 2020. Mais pour revenir à Star Wars, la Bart ne sera pas uniquement Qui-Gon dans La Menace Fantôme. Il lui redonnera sa voix pour le retour du personnage dans la série Kenobi, je pense que vous l'avez remarqué. Et c'est heureux, car ça aurait été tellement décevant dans cette scène si émouvante qu'on n'ait pas le droit à la voix qui nous a accompagnés toutes ces années et qui colle désormais à Qui-Gon. Quand Samuel Labart prononce les quelques phrases en direction d'Obi-Wan, je dois vous avouer que ça m'a donné des frissons et ramené en enfance au simple son de sa voix. Il avait également, et je vous en parlais précédemment, redoublé Qui-Gon dans la scène finale de l'épisode 9, où Liam Neeson avait aussi accepté de revenir pour faire un petit caméo vocal, afin d'aider Rey à définitivement vaincre son papy. C'est pareil pour Tales of the Jedi, quand Liam Neeson était revenu en 2022 pour doubler le personnage dans la série animée, Samuel Labart en a fait de même dans cet échange passionnant entre Qui-Gon et son ancien maître pendant les événements de La Menace Fantôme. Qui-Gon, maître. J'ai eu vent de ton rapport au Conseil. Parle-moi de ce mystérieux attaquant sur Tatooine. J'ai eu affaire à un guerrier de grand talent, un guerrier familier de l'art des Jedi. Et il s'agissait d'un seigneur Sith, selon toi? Oui. J'imagine que le Conseil n'a pas accueilli ton hypothèse avec un grand enthousiasme. Non, en effet, maître Dooku. Je les ai avertis des ténèbres qui approchent depuis des années, sans jamais être pris au sérieux. Un seigneur Sith n'est pas à prendre à la légère. Et il te faudra te débrouiller sans ma protection, mon vieux Padawan. Ne vous inquiétez pas, maître. Obi-Wan remplit ce rôle maintenant. D'ailleurs, il s'acquitte de sa tâche avec brio. C'est une bonne chose. Je serais ravi de le rencontrer. Tu ne taris pas d'éloges à son égard. Maître Dooku, quelque chose vous tracasse? Ils grandissent tellement vite. Nos élèves. Samuel Labart a également doublé Qui-Gon dans des livres audio et dans de nombreux jeux vidéo. Il aura selon moi marqué le public par son travail sur le personnage avec une voix chaude, claire et calme qui exprime bien toute la sagesse du personnage, sa gentillesse et sa profondeur philosophique. Qui-Gon Jinn est bien entendu apparu dans d'autres projets Star Wars où d'autres comédiens lui ont donné sa voix en VF lorsque Labart n'était pas disponible ou n'a pas été contacté pour reprendre le rôle. Je vous mets donc quelques exemples d'autres doubleurs français qui ont incarné vocalement le maître Jedi. Est-ce que vous avez entendu ça, maître Qui-Gon?
Oui, Anakin. Il t'appelle. Cet arbre? Oui. Tu dois y entrer. Seul. Mais j'ai très peur, mon maître. Tu dois contrôler ta peur, Anakin. Tu es l'élu, mon garçon. Et tu dois passer cette épreuve. Obi-Wan, as-tu fait ce que je t'ai dit? As-tu entraîné le petit garçon? Maître Qui-Gon, comment pouvez-vous être là? Je suis là parce que tu te trouves là. Non, je n'y comprends rien. Quel est donc cet endroit? Il ne ressemble à nul autre. C'est un canal vers lequel afflue toute la force présente dans l'univers. Ton intervention a sauvé beaucoup de vies aujourd'hui. J'ai fait ce qui semblait le plus juste, maître. Dans ce cas, tu es un homme plus sage que je ne le suis, Qui-Gon Jinn. Grâce à votre enseignement. Je trouve dans l'ensemble que le boulot fait par les différents doubleurs de Qui-Gon Jinn est plutôt de qualité, avec en figure de proue bien entendu le travail de Samuel Labarthe qui aura imprimé une voix mythique auprès de tous les fans francophones de l'univers. Pour conclure, ce que je peux vous dire les amis, c'est que vous vous doutez bien que si j'ai choisi ce personnage pour démarrer ce nouveau format de vidéo, c'est pas pour rien. Je suis un véritable amoureux de Qui-Gon Jinn, il incarnera toujours à mes yeux le Jedi courageux, protecteur et bienveillant que tous les enfants qui découvrent le film voudraient avoir comme mentor. Ce rôle m'a bien entendu fait découvrir Liam Neeson, que j'ai donc immédiatement adoré. J'avais un grand plaisir à le retrouver dans beaucoup de films qu'il a fait après l'épisode 1, et c'est aussi l'affection que je lui porte qui m'a motivé à faire cette vidéo. En travaillant sur celle-ci, j'ai donc regardé pas mal d'interviews de lui et fait beaucoup de recherches, notamment au moment de la campagne promo à la sortie du film, et je dois vous avouer que je ne le trouve pas top sur toutes ses interventions. Expliquez-vous. Ça va, je dis juste la vérité, hein. Il dégage un sentiment de fatigue en soufflant beaucoup pour répondre aux questions. Il respire pas non plus l'enthousiasme et cherche beaucoup ses mots quand il doit parler de l'histoire ou de son personnage. J'ai donc bien constaté ce qu'il indiquait sur son coup de blues d'après-tournage, mais cet état qui pouvait faire penser que Neeson avait passé un mauvais moment sur le tournage de La Menace Fantôme n'a pas duré en réalité. En mettant toutes ces déclarations de 99 à aujourd'hui en perspective, on peut dire qu'il a vécu son passage dans l'univers Star Wars comme une expérience très enrichissante et qui gardera une place tout à fait particulière dans sa carrière. Car malgré les défis techniques, les ajustements nécessaires pour s'adapter au genre de science-fiction et les exigences des effets spéciaux avec un tournage sur énormément de fond bleu, il a su apporter une très grande profondeur émotionnelle à Qui-Gon Jinn, ce qui aura été salué par la presse et la grande majorité des fans, même ceux très critiques de La Menace Fantôme. Son interprétation a laissé une empreinte durable dans l'univers et continue de résonner auprès des fans encore aujourd'hui. Et dans une saga aussi mythique que Star Wars, avec peut-être la fanbase la plus attachée à sa licence, Liam Neeson sera toute sa vie abordé par des gens comme vous et moi pour lui dire à quel point Qui-Gon Jinn est important à leurs yeux, malgré le fait que ce ne soit pas le rôle qu'il est le plus incarné à l'écran. Merci infiniment les amis d'être restés jusqu'au bout de cette très longue vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. J'ai vraiment hâte de vous lire en commentaire pour que vous me disiez ce que vous pensez de ce nouveau format, et bien entendu qu'on puisse discuter de Qui-Gon Jinn et de Liam Neeson ensemble en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi sur quel personnage et quel acteur ou actrice vous aimeriez que je me penche pour un prochain numéro de Dans la peau 2. Et le meilleur moyen de me soutenir si jamais vous avez apprécié cette vidéo, c'est de la liker bien entendu, ça prend 2 secondes et ça lui donnera beaucoup plus de visibilité, donc je vous remercie d'avance, je compte sur vous. Merci pour votre aide. Merci maître. Et si vous n'êtes toujours pas abonné les amis, n'hésitez pas, rejoignez-nous pour qu'on forme une belle communauté qui aime débattre de Star Wars en acceptant le désaccord pour parler de cet univers si important pour nous. Maître Qui-Gon, merci infiniment de m'avoir accompagné de toute cette vidéo, c'était un véritable honneur. J'espère vous avoir rendu hommage. Merci, mon jeune ami, je n'oublierai pas. C'est de rien, j'espère vraiment pouvoir vous reparler un jour, c'est possible, vous pensez? 500 crédits républicains feront l'affaire. Mais vous pensez qu'à l'oseille en fait. Au revoir, que la force soit avec vous. Ouais, c'est ça, que la force soit avec vous. Au revoir, à bientôt. Quant à nous, je vous dis à très vite en commentaire les amis, et pour une prochaine vidéo, que la force soit avec vous, ainsi ai-je parlé. J'ai besoin que quelqu'un me dise où est ma place dans tout ça.